j'apprécie en effet le film Fury, c'est en partie pour une scène particulière. Vous venez de la voir, c'est la scène du prédateur. J'appelle prédateur le char-tigre présent dans cette scène puisqu'il est camouflé, caché derrière des fougères, au loin, très loin dans un champ, hors de portée de vue des chars américains. Et ceux-ci se font attaquer les uns après les autres, comme les pauvres petites biches égarées qu'ils sont. En effet, sur les 4 chars en début de scène, il n'en reste plus qu'un seul à la fin. Si on ne tient pas compte des erreurs de montage et des faux raccords historiques, la scène est plutôt réaliste. Il n'était pas rare que les chars Tigres détruisent un par un les chars Sherman qui étaient en phase 2. On comprend donc en 10 minutes, alors que le dernier tiers du film est engagé, dans la bataille finale, quelle était la puissance et la terreur instaurée par ces monstres d'acier qui ont été développés par l'armée allemande. Et pourtant, ici, il n'y en avait qu'un seul, sur les 1300 produits. Ce char est entré en développement en 1937, comme j'ai pu l'expliquer dans la vidéo de l'arbre techno des chars allemands. Durant l'entre-deux-guerres, l'Allemagne a, sous des noms de code ou des noms militaro-civils, fait passer des projets militaires pour du simple développement de véhicules lourds, pas forcément armés. Cependant, lors de sa production en 1943, son rôle n'avait pas encore été clairement défini sur le champ de bataille. Il fut donc livré à différents équipages et bataillons sans entraînement réellement poussé, les manœuvres de base étant apprises et chacun à leur tour allait le développer et le manier de la façon qui leur paraissait la plus adaptée sur le terrain. La conception un petit peu hâtée de l'engin et très simpliste dans sa technique de développement le rendait permissif à l'utilisation diverse qu'en ont fait les différents bataillons qui l'ont exploité. Le char de 57 tonnes, qui était l'un des plus lourds, si ce n'est le plus lourd à son époque, était équipé d'une armure de 100 mm en face avant et de 80 de flanc, de côté. Ça en faisait un monstre de résistance. Surtout que ce véhicule se maniait d'une manière. Il devait se placer en diamant face aux ennemis, ce qui, avec l'incidence d'impact des obus, augmentait l'angle de rentrée de ceux-ci, ce qui leur permettait un ricochet et donc une meilleure protection. Cependant, le blindage n'était pas le seul avantage du Tigre. En effet, il était équipé de 2 mitrailleuses MG34 ou MG42 suivant le modèle, ainsi que d'un canon de 88 mm. On parlera de ce canon dans une vidéo dédiée. Il a également lui aussi une petite histoire assez sympathique, puisqu'à l'origine il s'agit d'un canon fixe anti-bombardier. Ce char pouvait atteindre 45 km/h sur route et 25 en tout terrain. Des vitesses qui étaient tout à fait respectables pour sa mécanique et son poids. En parlant de sa mécanique, celui-ci avait un moteur Maybach de 700 chevaux. Une machinerie plutôt fiable. Seulement, il avait un problème. Le char avait beau être fort de 5 hommes, le conducteur, le commandant de char, le tireur, le chargeur et le mitrailleur, il n'était pas moins fragile mécaniquement. Cela aidait pour la réparation d'avoir 5 hommes prêts à sortir pour s'atteler aux tâches les plus ardues. Cependant, lorsque la boîte de vitesse ou l'arbre de transmission lâchait, il était compliqué sur un terrain non prévu de le réparer. Cela n'était pas rare d'ailleurs. Entre les demandes des ingénieurs et les capacités de réalisation des usines et des mécaniciens, il y avait une marge, celle qui s'appelait la réalité. Dans les calculs, ça allait, la mécanique pouvait tirer les 57 tonnes, sans problème. Dans la réalité, la mécanique pouvait tirer les 57 tonnes, non sans problème. Vous en conviendrez, plus un char est lourd, plus il faut de force pour le tirer. Comme on ne tire pas une remorque de camion avec une voiture. Il faut un tracteur adapté.
C'est d'ailleurs pour cela qu'il était interdit de tirer un tigre qui avait une panne mécanique sévère avec un autre tigre. Si l'un a déjà du mal à tirer son poids, qu'est-ce qu'il en serait s'il en tirait 2 fois son poids? Les seuls cas où cela est autorisé, c'est quand l'un des tigres était embourbé, chose qui arrivait peu, mais qui arrivait. Le premier tigre étant simplement coincé et sans adhérence, il suffisait qu'il attrape du grip pour repartir, ce qui demandait un effort, certes intense, mais sur un court laps de temps, au char tracteur. Cependant, la manœuvre était tout de même déconseillée très fortement. Le char devait au possible s'en sortir de lui-même. Maintenant, me voilà un petit peu gêné. J'ai appelé ce véhicule le char tigre. Je suis navré de vous dire que ce tigre n'est pas le vrai tigre. Puisqu'en effet, celui-ci était prévu pour être le véritable. On en a parlé rapidement dans la vidéo du Mose. Notre petit moustachu avait un fort lien avec un certain monsieur Ferdinand Porsche. Ce char que je présente depuis tout à l'heure s'appelle le Tigre H1. L'élévation la plus simple. La première. Le Henschel numéro 1. Henschel étant le nom de la société qu'il a développé, conçu, produit. Le char de Porsche était exclusivement Porsche. Il était plus gros, plus long, plus imposant, plus lourd. Pour une image, là où le Henschel avait 100 mm en face avant, le Porsche en avait 200. Là où le Henschel avait un moteur de 700 chevaux, le Porsche avait 2 moteurs de 320 chevaux chacun, qui font monter le total à 640 chevaux. Là, vous allez me dire, mais le Porsche a moins de puissance que le Henschel. Oui, mais non. On va y revenir dans un petit moment. Les deux prototypes de chars s'appelaient VK4001. Donc H pour Henschel et P pour Porsche, vous en conviendrez. Il y a eu 2 phases, ou plutôt 3. Le premier jour, dans la première phase, il fallait juste que les véhicules rallient le point d'entraînement et de démonstration. Ce jour-là passa lentement pour les deux concepteurs, puisque les deux chars avaient des difficultés. Le char Porsche un peu plus que le char Henschel, de par sa taille plus grande qui compliquait les manœuvres et son poids un peu plus imposant, il pâtissait un petit peu plus. Le Henschel ne s'en sortait pas vraiment mieux. Un petit peu, mais pas bien plus. Cependant assez pour proposer à Porsche de tracter son char. Chose qu'il évidemment refusa catégoriquement par égout. Le deuxième jour, là où tout se joua, la première épreuve, la deuxième phase, consistait à faire une course en très simple. Les véhicules devaient prendre la vitesse, accélérer le plus longtemps possible à leur vitesse maximum sur la plus longue distance. Le char Porsche atteignait 50 km/h sur 1 km. N'oubliez pas que le Henschel fait 57 tonnes, le Porsche ne devait pas être très loin non plus. Le Henschel, lui, pourtant plus puissant, n'a atteint que les 40 km/h sur 800 mètres. Je vous l'avais dit, c'est pas parce qu'on a un plus gros moteur qu'on est plus efficace. Lors de la troisième phase, des démonstrations de manœuvre, rappelez-vous l'histoire du petit barbecue que je vous ai cité dans la vidéo du Mose. Le char Porsche a pris feu sous les yeux du Führer qui était là pour assister aux manœuvres. Son char contenait pas 2 mais bien 4 moteurs si on peut les compter. 2 moteurs à explosion comme il y a dans la majorité des voitures aujourd'hui et 2 moteurs électriques. On appellera plutôt des assistances électriques, bien que ils peuvent permettre au char de se mouvoir sans les moteurs thermiques. On verra ça dans une prochaine vidéo dédiée. Ces 2 moteurs électriques ont pris feu sous les yeux du Führer.
Henschel, lui, son moteur ayant simplement surchauffé la face d'avant, a simplement laissé refroidir le char le temps des manœuvres de Porsche afin de pouvoir manœuvrer correctement. Le char de Porsche étant devenu inutilisable, ce fut Henschel qui gagna la course à l'armement et qui donc décrocha les contrats de développement et de production des chars. Sur les 91 châssis de Tigre Porsche, 90 servirent à la conception du Jagdpanzer Elephant, dont on parlera avec les moteurs électriques, et un seul servit à concevoir le char définitif, en tant que char de commandement. En très simple, le char Tigre était un monstre de puissance, que ce soit la version Porsche ou la version Henschel, qui était en terrible sous-nom. 1300 chars au total au cours de la guerre, c'est peu. C'est très peu. Malgré tout, seuls les 76 mm américains, les 17 Pounder anglais et les 85 mm soviétiques étaient réellement viables contre ce char. Certains canons fixes, qui étaient de gros calibre tels que le Su-152 soviétique, furent ni plus ni moins efficaces, bien qu'ils vaporisaient les chars Tigre, puisque n'ayant pas de tourelle, ceux-ci devaient manœuvrer à une distance assez courte de par la retombée importante de l'obus. Le char Tigre, lui, de par son 88 mm, avait une haute précision, une haute vélocité qui lui permettait de tirer loin et sur un tir quasiment rectiligne. Il fut également conçu les Koenigs Tiger, les King Tiger ou Tigre en français, mais ceux-ci arrivèrent à la fin de la guerre. Je développerai plus en détail ces chars avec les Panthers, bien que ce soit l'amélioration des Tigres, leur développement et leur châssis fut construit à l'image des Panthers, donc à l'image des T-34. Leur véritable lien avec le Tigre était leur poids, ceci étant encore plus lourd, et le canon qui restait le 88 original des Tigres. Petite mention spéciale tout de même pour le châssis d'un véhicule Tigre qui a été utilisé, mais d'une manière bien particulière. Ce véhicule aura également une vidéo dédiée, puisqu'on parle ici du Stormhauser, aussi appelé Storm Tiger, parce qu'il a un châssis de Tigre. Pour clore la vidéo, je vous propose une petite anecdote comme à mon habitude. En 1944 fut produit un certain char Tigre. Celui-ci n'a rien de particulier, si ce n'est qu'il a combattu contre les Alliés lors du débarquement de Normandie. Il fut abandonné par son équipage à côté du village de Falaise. Voici à peu près sur la carte où ça se situe. Il fut récupéré par les forces françaises de l'intérieur. Entendez ici les forces françaises libres, gérées par le général de Gaulle depuis l'Angleterre, ou les maquisards, je ne sais pas exactement laquelle de ces deux forces l'a récupéré. Mais le plus important est que ce char participa, sous la bannière alliée et française, à la libération de Saint-Nazaire. L'arroseur arrosé. Bien sûr, ce ne fut pas le seul char à être retourné contre l'ennemi, on en verra d'autres. Mais ce char, vous pouvez le voir au musée des blindés de Saumur, où il est exposé. Donc si vous allez au musée des blindés de Saumur et que vous leur demandez le char de la libération de Saint-Nazaire, le char Tigre de la libération de Saint-Nazaire, il y a des chances qu'ils puissent vous le montrer, c'est si celui-ci n'est pas en entretien. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera monter le compteur, me permettra par la suite, dans un long moment bien sûr, ça ne va pas du jour au lendemain, vous faire des vidéos encore plus quali, avec des sujets plus précis, plus complexes et plus aboutis. N'hésitez pas à mettre la petite cloche pour être averti de la sortie des vidéos chaque mois, et de partager si celle-ci peut convenir à des personnes que vous connaissez. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire pour dire ce que vous pensez de ma manière de présenter, si vous voulez proposer des sujets. Certains m'ont été proposés, comme les chars B1 bis, dont on parlera, surtout de l'un en particulier qui a eu lieu dans le nord de la France, lors de l'invasion allemande. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Peace.